Bon, bonjour. Alors vous m'excuserez parce que je suis sérieusement enrhumé. J'espère que j'arriverai à tenir la demi-heure. Donc je suis sociologue effectivement. Alors j'ai deux, à dire vrai, deux champs d'intérêt qui sont un peu compliqués pour moi parce qu'ils sont assez séparés en réalité, puisqu'il y en a un qui porte véritablement sur les transformations des politiques de santé mentale et sur des questions vraiment d'organisation des soins dans notre psychiatrie actuelle, dans le monde de la santé mentale actuellement. Et une autre qui porte plutôt sur des enjeux de, moi j'appelle ça de sociologie de connaissance, la question de qu'est-ce qu'on sait et comment est-ce qu'on sait des choses. Et c'est ce second volet dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors en écoutant ce matin, je me suis dit qu'en fait j'aurais pu refaire tout à fait différemment la présentation en mobilisant plutôt mes compétences sur le premier volet. Mais ce sera peut-être pour une présentation. Et puis par ailleurs, je pense que Guy Gozlan tout à l'heure abordera ces questions organisationnelles. Peut-être avec plus de compétences que moi encore. Alors, le titre m'avait été proposé et je l'ai légèrement modifié en respectant cependant ce qui m'avait été proposé. Donc, de la médecine du soin à la médecine du risque. Alors, deux commentaires. La première, c'est donc on m'a proposé effectivement ce titre et j'ai été très frappé toute la matinée, en fait, de ne pas entendre une seule fois le mot de risque, sur lequel on m'a proposé de réfléchir. Donc, peut-être ça. Enfin, je me suis demandé pourquoi et qu'est-ce que ça reflétait. Il n'était pas présent. Enfin, il n'était pas mentionné. Il n'a pas été cité. Hein, enfin, sauf si j'ai raté quelque chose. Mais il me semble qu'il était quand même largement présent dans beaucoup d'interventions. Des uns et des autres, dans la mesure où ce dont il s'agit, au fond, dans le premier épisode, je vais le dire de façon très, 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 très brutale, mais un premier épisode ne devient un premier épisode que quand il y en a un deuxième. Et au moment du premier épisode, on ne peut qualifier le premier épisode que de façon probabiliste, hein, et donc on est dans le risque. Et donc c'est là où la notion de risque est absolument cruciale pour tout ce champ de pratique et de réflexion que vous menez sur ces enjeux. Et alors, le titre qu'on m'avait proposé, la deuxième modification, enfin la modification que j'ai apportée au titre, c'est qu'il n'y avait pas de point d'interrogation. Je l'ai rajouté puisque le titre initial supposait qu'on serait passé d'une médecine du soin à une médecine du risque. Et vous le verrez, je vais apporter un éclairage qui sera peut-être plus nuancé que ce qui est indiqué. Alors, alors d'autre part, j'ai aussi modifié en rajoutant perspective sociologique, puisqu'on m'avait mis que des perspectives historiques, mais je vais essayer de tenir un peu le bout d'une analyse de certains développements très récents dans ce champ de la psychiatrie, disons, de l'intervention précoce. Bon. Alors, je vais quand même répondre à la question qui m'avait été posée. Alors, c'est quel bouton ? Il y a 4 boutons. Je ne voudrais pas appuyer sur un bouton qui... Hop. Toujours pas. Bah, là, j'ai épuisé tous les boutons. Est-ce que... Fantastique. Bravo. Je vais commencer dans un premier temps par donc ce petit rappel historique qu'on m'a, je pense, demandé. Enfin, je pense que c'était le sens de la commande. Sur le premier épisode et un peu de comprendre d'où viennent, disons, le champ d'interrogation et de pratique dont on discute depuis ce matin. Et alors, l'histoire du premier épisode, c'est en fait assez étonnant quand on y réfléchit 2 minutes, et je vais y revenir dans un instant. Mais donc, c'est assez étonnant, mais c'est une histoire qui est en fait extrêmement récente, puisque il me semble qu'un bon jalon, disons, quand on fait l'histoire des sciences, on aime bien trouver des éléments marquants. Et souvent, les événements marquants, ce sont des réunions d'individus qui se réunissent pour poser une question. Et ces réunions où on met en place des concepts, on pose un champ de questionnement. On appelle ça, on pose une problématique. Si vous avez lu un petit peu Michel Foucault, vous pensez à la notion de problématisation chez Michel Foucault. Et donc, la problématisation, donc la première fois où il me semble qu'on pose dans les termes qui vont être à peu près les vôtres la question du premier épisode, on peut facilement la situer au tout début des années 90. Alors, je vous ai mis la publication, le Schizophrenia Bulletin, qui a été issue d'une réunion, en fait, qui est l'événement majeur, qui date de 91, et donc qui est une réunion organisée par le National Institute of Mental Health, et précisément par un petit groupe d'individus qui avaient animé la recherche de la schizophrénie depuis les années 60, en fait, bon, alors avec des renouvellements, et qui se réunit donc au fond pour réfléchir aux recherches qui se menaient
depuis quelques années sur cette question du premier épisode. Et le groupe donc se réunit avec d'abord un constat de l'intérêt grandissant pour cette question dans la psychiatrie. Et d'autre part, l'objectif de ce groupe, c'est évidemment de définir un peu ce que ça pourrait être, au fond, ce champ de recherche. Quelles sont les bonnes définitions à mobiliser pour définir ce premier épisode. Et donc vous lisez l'introduction du numéro spécial. Ce que fait très clairement cette introduction, c'est de lancer un programme d'intervention et de recherche sur ces questions. Et alors, je vous ai mis cette citation parce qu'elle est assez intéressante dans la façon dont elle lance la réflexion. Alors, c'est en anglais, j'en suis désolé, je ne voulais pas le traduire. Mais je pense que c'est de l'anglais qui n'est pas très difficile à comprendre. Et par ailleurs, vous êtes habitué à lire de la littérature scientifique. Mais globalement, je sens un brouhaha. Ce que fait cette citation, c'est d'indiquer que, au fond, la recherche clinique jusqu'à 1991, jusqu'à cette réunion, se concentrait beaucoup sur les cas chroniques, les situations de chronicité, les personnes arrivées à un état chronique. Et en fait, on perd beaucoup de choses en ne se donnant pas les moyens de, au fond, travailler sur les débuts de la psychose, sur les premiers épisodes de la psychose. Et donc, le vrai enjeu pour avancer dans la connaissance de la schizophrénie, c'est donc de se donner les moyens d'atteindre les tout débuts de la psychose. Et alors, ce que fait par ailleurs la suite de l'article, donc, c'est donner une série poser une série de problèmes qui vont être au cœur de la définition du premier épisode. Alors, d'abord, il y a un truc qui est absolument important et fascinant quand on lit l'article, c'est que le premier épisode, disons qu'il y a une définition un peu initiale de laquelle part un peu la réflexion, et qui est que le premier épisode, au fond, c'est la première hospitalisation. Et ça correspond globalement, il me semble, à beaucoup de choses qu'on a entendues ce matin. Le premier épisode, on sait vraiment le caractériser. Au fond, quand il arrive, la première hospitalisation en psychiatrie, bien sûr, au fond, quand il arrive dans un service spécialisé, où il sera pour la première fois... Mais l'idée de première hospitalisation, ce que je veux dire par là, c'est que la définition initiale de la situation n'est pas du tout une définition clinique en termes de symptômes, etc., mais c'est une définition pratiquement sociale, dans le sens que la première épisode, donc, ça va être la première crise qui vous conduit à être hospitalisé en psychiatrie. La suite de l'article, donc à partir de cette première définition, donc l'objectif de l'article, c'est de définir un peu les critères, et il recense toute une série de problèmes. Je pense que c'est des choses qui vous sont aussi familières. Comment est-ce qu'on définit un premier épisode? Alors, la première, c'est où est-ce qu'on met le début, la fin, et puis la rémission, comment est-ce qu'on peut caractériser la rémission après un premier épisode. La deuxième, c'est vous avez un premier épisode, mais oui, alors les personnes, parfois, elles ont vu des psys avant, parfois, elles ont même eu des traitements chimiothérapiques avant. Est-ce que ça influe la définition qu'on doit se donner du premier épisode? Et puis, toute la questionnement qui tourne ensuite, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce premier épisode et qu'est-ce qu'on se donne comme outil, comme données, enfin, disons, comme moyen pour extraire des données qui permettent d'éclairer ce premier épisode. Donc on a un moment qui est un peu fondateur, j'insiste encore une fois, sur ce premier épisode. On a véritablement le lancement à la fois d'un programme de recherche, mais surtout plus profondément, il me semble, la définition d'un problème. Le premier épisode comme objet pour, au fond, la recherche psychiatrique, mais aussi l'intervention des services de santé mentale. Alors, à partir de là, je ne vais pas vous faire une histoire très en détail. Alors, je vous ai mis quelques éléments. Alors, ce serait probablement très discutable, les éléments que je vous ai mis. Mais ce qui est absolument remarquable, en fait, je vais mettre la diapositive d'après. C'est les choses qu'on aime bien faire quand on est historien, c'est de faire des petits comptages sur Google Scholar très simples qui vous montrent comment des choses s'emballent, etc. Et donc, je suis allé compter premier épisode dans Schizophrenia Bulletin, dans 3 revues, en fait, dans le Schizophrenia Bulletin, l'American Journal of Psychiatry, le British Journal of Psychiatry, et puis j'ai mis aussi un Early Intervention, et je vais revenir pourquoi dans un instant. Et donc, très rapidement, on voit que si on regarde les publications, il y a un engouement absolument considérable, alors qui va croissant, pour les questions de premier épisode, mais ce qui me frappe considérablement, c'est le dernier chiffre de la première ligne dans le Schizophrenia Bulletin, qui veut dire qu'en fait, pratiquement un article sur 2 est confronté à la question du premier épisode dans le Schizophrenia Bulletin. Ce qui veut dire que donc, la grande revue du champ de la schizophrénie, des études de la schizophrénie, ce qui veut dire que c'est globalement une des préoccupations, un article sur 2 consacré,
s'intéresse à cette question-là ou mentionne, disons, le mot-clé, on va dire, ça veut dire, ça marque bien la prégnance de ce questionnement. Alors, les chiffres sont moins spectaculaires, évidemment, dans les autres revues, parce que ce ne sont pas du tout ce sont pas des revues qui sont spécialisées, ni d'ailleurs dans la recherche. On a des articles qui portent sur d'autres dimensions de votre travail, de vos organisations, et puis d'autre part sur aussi d'autres pathologies que les pathologies psychotiques. Mais on a quand même aussi, disons, ces chiffres croissants. Et donc, un problème qui s'impose au fond comme un grand problème pour la psychiatrie, pour la recherche. Donc tout ça, entre 1990 91, puisque vous voyez que c'est à peu près là où ça commence, on a des chiffres epsilonesques avant, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pardon. Donc je vous ai mis quelques dates. Pardon. N'hésitez pas. Je vous ai mis quelques dates, je vous l'ai dit, c'est un peu arbitraire, donc je vous rappelle 91, c'est cette première réunion au NIMH. La deuxième grande date qui va être probablement encore plus importante en vérité que cette première réunion de 91, c'est en 96, qui n'est pas une réunion, enfin il se passe deux choses en 96. Il y a une petite conférence, je n'y étais pas évidemment, mais je pense qu'elle n'était pas très grande, à Melbourne, à l'initiative de Patrick McGorry et Alison Young, qui va lancer un petit réseau de chercheurs, de psychiatres, de cliniciens, qui vont commencer à travailler ensemble. Et surtout, un autre numéro spécial du Schizophrenia Bulletin, qui lui va être publié à l'initiative de Tom McGlashan, qui est une figure assez importante, qui est une figure très importante en vérité des études sur la schizophrénie dans les pays aux États-Unis, pardon, et qui est un des piliers des études longitudinales, qui est un des grands chercheurs des études longitudinales sur donc le pronostic à long terme, j'ai envie de dire, de la schizophrénie dans les années 80-90. Et donc Tom McGlashan publie un numéro spécial du Schizophrenia Bulletin qui va s'appeler Early Detection and Intervention in Schizophrenia. Et là aussi accompagné par c'est un texte, je vous invite à aller regarder ce numéro spécial, je vous ai mis la couverture. J'adore les couvertures du Schizophrenia Bulletin, donc c'est pour ça que je résiste pas à vous les mettre à chaque fois. Qui fait précéder d'un éditorial qui est vraiment intéressant et qui est dans le même esprit au fond que ce que je vous rappelais sur le premier article de 91, qui est donc c'est un texte très personnel et assez touchant où Tom McGlashan explique que tout au long de sa carrière, il s'est préoccupé de ce que deviennent les patients en psychiatrie chronique. Et il a fait tout son possible pour améliorer leur quotidien, mais il arrivait donc en 96 à un moment où il ne pouvait pas ne pas penser qu'il arrivait nécessairement trop tard et que tout ce qu'on pouvait faire à ce moment-là était voué à l'échec, était voué à pas forcément l'échec total, mais en tout cas ne pas améliorer significativement la vie des personnes. Et il fallait donc trouver une autre façon d'intervenir. Et donc la proposition qu'il faisait était celle de mettre en place des pratiques et des actions et des actions de recherche aussi qui permettraient d'atteindre les personnes qui, comme au début de leur pathologie, au début de la schizophrénie. On est vraiment, alors j'insiste sur le point parce que ça va être important pour la suite. Il s'agit bien de schizophrénie en 1996, donc c'est pas pour rien que c'est publié dans le Schizophrenia Bulletin. On parle pas, bref, on s'intéresse véritablement à, au fond, prévenir ce qui est le pronostic défavorable de cette pathologie qui paraît à ce moment-là la pathologie psychiatrique la plus terrible, au pronostic le plus défavorable, qui est donc la schizophrénie. Et donc le numéro spécial ce que aussi, raconte aussi Tom McGlashan après, dans la suite de l'introduction, c'est que, donc, partant de cette idée, il s'est posé la question de savoir où est-ce qu'il y avait dans le monde des praticiens, des équipes qui avaient fait des choses dans le domaine de l'intervention précoce. Et donc, il raconte une espèce de pèlerinage, une espèce de voyage un peu à la Wilhelmeister dans Goethe, les années de pèlerinage, une espèce de voyage de formation où il est allé en Norvège, où il est allé en Angleterre, il est allé aussi en Australie. Et donc, où il a ramené il a lui-même observé et puis ramené des tas d'informations sur des initiatives pour, au fond, mettre en œuvre ces pratiques de détection et d'intervention précoce. Et alors, dans l'ensemble de ces initiatives, il y a pour lui, alors je crois que j'ai pas mis l'article, j'ai commis cette erreur, mais c'est pas très grave. Oui, voilà. Il y a pour lui une initiative qui lui paraît particulièrement intéressante et importante. Donc, c'est le travail qu'ont fait Alison Young et Patrick McGorry.
Donc on a mentionné Patrick McGorry ce matin à plusieurs reprises, mais pas Alison Young, qui est au moins aussi importante que lui, je pense, dans cette histoire. Et donc là, vous avez McGorry de loin à Milan en 2016. Et donc, Alison Young et Patrick McGorry qui ont proposé un concept, au fond, et par ailleurs aussi un modèle de dispositif, si je peux parler comme ça, un modèle de consultation, pour détecter, diagnostiquer, on va revenir un peu là-dessus, et prendre en charge donc des personnes, des jeunes gens avec dans un stade prodromique de la schizophrénie. Alors, ce que font, il y a 2 articles donc dans le numéro spécial qui détaillent l'expérience de McGorry, et ce que font McGorry et Alison Young, c'est au fond d'analyser véritablement dans ces 2 articles les concepts en jeu, et notamment l'idée que le problème du prodrome, la définition médicale du prodrome, c'est que ce sont les premiers signes non spécifiques d'une pathologie. Si c'était des signes spécifiques, on parlerait déjà de la pathologie. Donc si vous êtes dans du prodrome, c'est que ce sont des signes non spécifiques de la pathologie et donc qui sont susceptibles de ne pas évoluer vers la pathologie. Et donc si vous pensez avoir devant vous quelqu'un qui a un stade prodromique, en fait, vous ne pouvez ne le penser qu'avec un degré de certitude probabiliste, avec une probabilité, donc en vous disant que ce monsieur ou ce jeune homme ou cette jeune femme a une probabilité d'évoluer vers la schizophrénie. Mais vous ne pouvez pas en dire forcément beaucoup plus. Vous pouvez avoir un degré de conviction intime, plus ou moins affirmé, mais en principe, vous êtes dans une inférence, et éventuellement dans une inférence probabiliste. Donc, ce que font, j'y reviens, Alison Young et McGorry à ce moment-là, en 96, dans ces articles, et puis par ailleurs dans d'autres publications, c'est mettre en place, encore une fois, un champ conceptuel pour transformer le prodrome de la schizophrénie en, au fond, une entité, j'ai envie de dire, que vous pouvez travailler. Excusez-moi, c'est un peu brutal de parler que ça comme ça, mais sur laquelle vous pouvez, au fond, intervenir, sur laquelle vous pouvez dire des choses, vous pouvez produire de la connaissance, vous pouvez aussi éventuellement mettre en place des traitements et qui éviteront le pronostic défavorable, enfin l'évolution de la personne vers une pathologie pleinement constituée et éventuellement une pathologie extrêmement grave. Alors après, je vais aller beaucoup plus vite puisque donc beaucoup plus que la première réunion, il me semble que c'est ce moment-là, 96, qui va vraiment lancer quelque chose qui est international, un grand mouvement à la fois de réflexion, de mise en place de pratiques, mais aussi d'initiatives politiques et donc à l'échelle internationale, dans un réseau, il y a un véritable réseau d'acteurs qui se met en place, réseau de psychiatres, des gens qui se connaissent très bien, qui se rencontrent régulièrement, qui ont beaucoup de projets ensemble. Ce qui est extrêmement frappant dans ce milieu, c'est l'importance qu'ont eu des projets multicentriques pour travailler donc entre l'Australie, l'Europe et les États-Unis. Et donc qui va s'organiser notamment au sein de l'International Early Psychosis Association, qui va être créée en 98, et donc qui est une association qui est extrêmement vivante. Je pense que vous pourrez aller voir sur leur site web, et notamment leurs conférences, un certain nombre d'entre elles sont intégralement en ligne. J'ai pris une capture d'écran de McGorry sur ce site. Et donc ça, c'est 98. Alors après, les premières, je pense, il faudrait probablement faire une histoire plus fine que ce que je vous dis, mais les premiers pays à vraiment implémenter dans ces politiques publiques des mesures nationales en termes de détection précoce, il me semble que c'est la Grande-Bretagne. Alors, en Australie, ils font des choses aussi très tôt, mais en Grande-Bretagne, vous avez le NHS, le National Health Service, et donc vous savez que c'est donc un système soviétique de santé qui est national ou donc administratif, quoi. Et donc, même s'il a beaucoup évolué, c'est beaucoup décentralisé, mais bref, vous avez de quoi faire des politiques nationales. Et donc, en 99, les nouvelles guidelines pour la psychiatrie incluent des recommandations sur l'intervention précoce. Alors, en France, on n'est pas si bizarrement, je vais revenir là-dessus après. En France, on n'est pas tellement à la traîne du mouvement, puisqu'on a en 2003 une conférence de consensus sur la schizophrénie débutante. Alors, Guy peut-être pourra en dire des choses, parce que je pense que tu avais été. Et par ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a, je pense, qui est la première consultation avec, donc en collaboration avec Guy, de jeunes adultes à Paris, qui est le centre du SHU, du service hospitalier universitaire de Marie-Odile Krebs. Et puis, on a ensuite, effectivement, d'autres dates, je vous ai mis comme ça, en 2007. Aux États-Unis, la date importante, je pense que c'est 2008, où le NIMH, alors vous savez que là, pour le coup, c'est l'inverse total de la Grande-Bretagne, il n'y a pas de politique nationale, mais par contre, vous avez un organisme de recherche qui lance une grosse initiative pour promouvoir
l'intervention précoce. Et donc là, on est sur une initiative sur le premier épisode, en l'occurrence, mais sur un énorme projet multicentrique. Et alors, la dernière date que j'ai mise, qui est au fond, je pense pour moi, la consécration ultime, j'ai envie de dire, de cette histoire, c'est le DSM5, qui, alors, c'est ceux d'entre vous qui ont un peu suivi les choses, puisqu'il n'y a pas très longtemps, vous en avez peut-être entendu parler de ces discussions, mais le DSM5 a eu une discussion sur l'inclusion d'un syndrome de risque de psychose. C'était la première proposition, le premier intitulé proposé pour l'inclusion, donc le Psychosis Risk Syndrome, syndrome de risque de psychose, et donc qui était une entité clinique qui permettrait éventuellement de diagnostiquer les personnes avec un risque de psychose. Et la discussion du DSM-5, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, si j'ai le temps, j'espère, a en fait abouti à l'inclusion d'une entité qui en fait est à peu près définie telle que le syndrome de risque de psychose était défini dans les premiers temps. Ils ont un peu transformé le rationnel, comme on dit, mais a été renommé en Attenuated Psychosis Syndrome, syndrome de psychose atténuée. Syndrome de psychose atténuée, donc qui est, comme son nom l'indique, un syndrome où vous présentez des syndromes psychotiques, mais donc qui ne vous permettent pas de toucher, de dépasser les seuils cliniques, et donc qui fait que vous êtes en dessous, en principe, du seuil de la psychose. Vous n'avez pas transitionné comme les jeunes gens, comme le premier garçon de ce matin, je pense, qui au début était donc dans une psychose atténuée. Donc voilà pour une chronologie. Alors, encore une fois, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette histoire. Moi, la question, non, avant de passer à la question, si on essaie de caractériser le type alors j'ai dit quelle médecine du risque, le type de risque, le type de pratique prédictive qui est en jeu dans cette histoire. Je dis ça parce que, je pose la question de quel type de risque, parce que au fond, peut-être, si vous réfléchissez à la notion de risque, vous avez facilement à l'idée qu'il y a des risques de nature extrêmement différentes. Alors, si on prend la santé, si vous prenez l'obésité, alors attendez, avec mon rhume, ça ne va pas améliorer mon état, mais bref, le risque déjà assuré par la sécurité sociale est un risque populationnel, mais vous êtes assuré pour un risque quand vous souscrivez à une assurance maladie, mais qui est pas un risque qui correspond à... donc c'est un risque populationnel, le risque... vous développiez une maladie qui serait susceptible d'être prise en charge, etc. Mais là, on est dans un risque qui est strictement populationnel. Et au fond, la problématisation de l'assurance sociale qu'il y avait à l'origine, c'était de souligner que chez les pauvres, ont des risques de maladies qui n'ont pas forcément les riches. Et donc, il y a des facteurs de risque qui sont liés à la pauvreté et qu'il faut se donner les moyens de couvrir. Donc, vous avez là un premier risque, le constat absolument brutal que les individus pauvres sont plus malades, ils n'ont pas non plus les mêmes pathologies que les individus plus riches. Et là, si vous faites ça avec de la démographie ou de l'épidémiologie sociale, le type de risque que vous avez, donc c'est un risque probabiliste, c'est un risque qui est en termes de facteurs causaux, et qui établit une corrélation statistique entre la présence d'une propriété sociale, en l'occurrence un revenu par exemple, ou une profession, et la survenue possible ou probable de telle ou telle pathologie. Donc ça, c'est pour les risques qui ont été en fait au fondement, j'insiste là-dessus, de notre système d'assurance maladie. C'était l'idée qu'il fallait apporter une couverture sociale à des populations qui, pauvres, ont des risques de maladie éventuellement plus élevés que les moins pauvres. Et par ailleurs, n'ont pas les moyens de se couvrir. Le deuxième type de risque qu'on a en médecine, c'est tous les risques comportementaux qu'on a observés. Alors là, pour le coup, l'histoire est beaucoup plus récente puisqu'elle date des années 50. Et là, ce sont des risques, typiquement, fumer une cigarette, c'est un facteur de risque pour des cancers, pour des maladies cardiovasculaires aussi. Et là on est au fond sur le même type d'inférence causale que la première, mais alors avec des études qui sont beaucoup plus individualisantes, puisque on est sur des comportements de santé qui sont susceptibles de modifier au fond votre biologie et de vous amener à un état pathologique. Dans les questions de risque de psychose, on est dans un risque qui est assez profondément différent, puisque vous le voyez, les personnes dont les cas cliniques ce matin étaient extrêmement
éclairant. Les personnes que vous avez en face de vous sont des personnes véritablement, et qui se présentent avec au fond une symptomatologie. Et au fond, dans leur cas, c'est la symptomatologie, pardon, je vais y arriver, qui est le facteur de risque. Et c'est une symptomatologie qui est un facteur de risque parce que c'est cette symptomatologie qui est susceptible d'évoluer vers une pathologie. Donc on est sur en fait, on n'est pas vraiment dans un risque si on prend ça en termes statistiques, parce que, bon, alors je vais revenir un tout petit peu là-dessus, mais faire des études de statistiques sur ces situations sont extrêmement complexes. Mais de surcroît, on est sur des études qui sont cliniques. Donc toutes les études de McGorry et compagnie sont d'abord des études cliniques, et des études cliniques, j'ai envie de dire, avec des petits échantillons. On est pratiquement dans des cohortes, les premières études sont sur des cohortes de 20 à 40, et après, actuellement, je parle d'ultra haut risque, les cohortes sont de quelques centaines, mais ce n'est pas des échantillons considérables. On n'est absolument pas, à quelques exceptions près, alors il y a quelques études, notamment au Danemark, mais on n'est absolument pas sur des études en population générale, en grande population. Et donc, encore une fois, on est sur un risque qui est, enfin, c'est presque abusif, en fond, de parler de risque, dans le sens où on est véritablement sur des notions de clinique. Alors, ce qu'il y a derrière cette vision du risque, il me semble, là, j'ai décomposé 5 éléments qui me paraissent, j'ai envie de dire, si on fait un peu conceptuellement ce qu'il y a derrière, qui sont les ingrédients de cette histoire, qui sont d'une part la vision processuelle de la psychose, qui est en fait, donc c'est le modèle, enfin, je suis jamais très sûr des termes que vous utilisez, mais le modèle neurodéveloppemental que vous aviez rappelé votre première diapositive, donc ce modèle alors qui a évolué, mais qui date au fond dans sa forme actuelle globalement des années 80, dans le sens où vous développez une schizophrénie parce que vous avez une vulnérabilité à la naissance et que vous avez ensuite des facteurs environnementaux qui les hits de la diapositive, et puis ensuite vous évoluez vers une schizophrénie. Et donc je vous dis quelque chose d'extrêmement abstrait. Ce qui est important dans l'affaire, au fond, c'est le processus. C'est l'idée qu'il y a un processus qui va vous amener, qui explique au fond la façon dont se développe la maladie. Donc c'est quelque chose, encore une fois, d'extrêmement abstrait, mais extrêmement essentiel. Le deuxième ingrédient qui a joué un rôle important dans cette histoire, c'est un type de recherche en petite cohorte, mais de recherche prospective donc c'est aussi une méthodologie de recherche qui, elle, date des années 60-70, et donc qui a consisté à prendre des patients et à suivre, au fond, leur évolution et voir au fond qu'est-ce qu'on peut rétrospectivement identifier dans la présentation initiale qui explique le cours à l'issue de la période d'observation. Et cette méthode prospective, encore une fois, je vous dis quelque chose, c'est très abstrait, hein, ce que je vous dis, c'est très très grossier, mais en même temps, c'est pas une méthode si naturelle que ça, et il me semble que le grand début de ce type de recherche, encore une fois, c'est vraiment les années 60, alors avec des études sur de très longs cours, notamment en Europe et notamment en Allemagne, enfin dans les pays germanophones, puisque Manfred Bleuler était en Suisse et en a fait un grand nombre, mais aussi une série d'études qui s'appelaient les études de haut risque, alors qui ne sont pas du tout le ultra haut risque actuel, mais qui étaient de suivre des personnes dont on pensait qu'elles avaient un risque plus élevé de développer une schizophrénie, et le risque était en fait un risque génétique, c'était globalement des proches au premier degré, des parents au premier degré de personnes atteintes de schizophrénie. Alors, le troisième élément, c'est l'idée que derrière ce processus, il y a des biomarqueurs qui vous permettraient de pister un peu le processus, au fond, de repérer son cours et d'identifier les moments où on peut intervenir. Et le quatrième élément essentiel, alors c'est presque celui que j'aurais dû mettre au début, parce que là aussi c'est quelque chose qui me frappe depuis ce matin, il y a un peu une ambiguïté dans toutes ces discussions sur, au fond, le premier épisode, dans ce qu'on entend par traitement. J'étais très frappé par le fait que sur la diapositive, le traitement, c'était par antipsychotique. Bon, vous savez que les psychoses, ça se traite aussi par d'autres choses. Alors, il faut se donner des critères. Et probablement, les antipsychotiques, c'est un critère facile à utiliser. Mais bon, voilà. Donc, il y a des tas de traitements. Mais ce qui est important, il me semble, au fond, dans l'idée de traitement, et c'est pour ça que je pense qu'on utilise antipsychotiques, c'est plutôt l'idée d'un traitement spécifique. Au fond, ce après quoi on est à la recherche dans ce mouvement, c'est au fond une intervention spécifique sur un état
qui vous permettra d'éviter qu'il dégénérera en une maladie éventuellement extrêmement grave. Donc c'est pas n'importe quel traitement, c'est d'où l'importance de l'adressage vers un service spécialisé. C'est l'idée de la spécificité des interventions. Et puis le dernier élément, alors je vais pas trop revenir là-dessus, mais dont on n'a pas trop parlé depuis ce matin, mais qui est extrêmement frappant, et par ailleurs notamment dans le travail de McGorry, c'est que ce qui va se mettre en place avec tout ce mouvement, c'est une psychiatrie qui s'intéresse à un âge spécifique, qui est le jeune adulte. Et alors, sociologiquement, il y a des choses extrêmement importantes à dire sur cette affaire, puisque peut-être, vous le savez vous-même, puisque c'est vos vies. Vous êtes beaucoup jeunes, mais par ailleurs, si vous êtes plus âgés, vous avez des enfants, etc. Mais vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'on est dans une période où l'entrée dans l'âge adulte connaît des bouleversements considérables, avec l'allongement des études, avec les délais de plus en plus importants entre le départ du foyer familial et l'installation dans un foyer personnel, avec aussi le délai jusqu'à l'entrée dans le marché du travail. Donc il y a sociologiquement une période qui est nouvelle, qui au fond apparaît dans notre société, qui est cette période un peu avant que vous ayez pleinement le statut d'adulte. Et alors, tout ce matin, l'adolescence de 10 à 30 ans, il me semble que ce que font les sociologues en général, c'est de distinguer l'adolescence-enfance jusqu'à 18 ans, et cette période du jeune adulte, vous avez, qui commencerait, elle, vers 20 ans et qui se prolongerait jusqu'à 30 ans. Et je disais, c'est extrêmement important parce que McGorry, alors je n'ai pas pu tout mettre sur la diapositive tout à l'heure, mais McGorry a fait tout ce travail sur le early intervention, et un des développements qu'il a voulu donner à ce mouvement, c'est promouvoir au fond une psychiatrie du jeune adulte. Et donc il avait lancé en 2012, il me semble, une autre association à côté de l'IEPA, qui était une association pour la psychiatrie du Youth Adult, Youth Psychiatry, je me semble. Donc psychiatrie de la jeunesse, mais jeunesse entendue au sens, au fond, cette transition. Alors c'est une problématique qui est très anglo-saxonne, parce que on est dans des pays où les systèmes, encore une fois, de protection sociale ne sont pas ceux dont on bénéficie. Et au fond, en France, le jeune adulte, c'est pas une question si récente que ça. On a des maisons des adolescents depuis quelques années. On avait avant des services dans les universités, mais et du coup, je pense que ça peut expliquer que ça joue pas forcément le rôle que ça joue ailleurs, mais il me semble que c'est une donnée extrêmement importante de ce mouvement à l'échelle internationale. Alors, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé là. Je voulais dire, donc après ce très ou trop rapide parcours, si j'ai déjà beaucoup parlé, pourquoi avoir tant attendu ? Avoir une réflexion avec vous sur le fait qu'on est en 91, donc si on prend ça comme début, même 2000 là aujourd'hui, 2019, pour parler de ces questions, on est dans, c'est tard. Alors pourquoi je dis que c'est tard ? Ça aurait pu arriver plus tôt. Je dis que ça aurait pu arriver plus tôt parce qu'en fait tous les ingrédients que je viens de vous donner, la chose absolument marquante, c'est que si vous vous intéressez un minimum à l'histoire de la psychiatrie, ils étaient globalement à peu près tous là dans la période précédente, et pour certains, ils étaient là depuis très longtemps. Alors, cette vision processuelle de la maladie mentale, vous penserez tout ce que vous voudrez de la clinique de Kraepelin et de Bleuler, n'empêche que c'était au cœur de leur conception de la schizophrénie, enfin de la démence précoce, puis de la schizophrénie. Donc ils avaient l'idée de ce processus. Ils avaient même l'idée beaucoup plus précisément que ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui, je pense. Les questions de prévention, alors, ça a été des questions massives, il me semble, dans toute l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle, en France comme dans tous les grands pays du Nord, on dit aujourd'hui. Faut pas du tout faire comme si on avait commencé à se poser la question de la prévention en santé mentale au cours des 10 dernières années. Au fond, ces questions, elles travaillent profondément tous nos systèmes de santé mentale depuis le début du XXe siècle. Alors, il y a deux choses qu'on peut citer, de grandes figures, qui sont Édouard Toulouse, qui était un psychiatre de l'entre-deux-guerres, qui avait lancé un mouvement d'hygiène mentale. Et le mouvement d'hygiène mentale tournait autour de l'idée qu'il fallait promouvoir une prophylaxie égale prévention des troubles psychiques. Et c'est là que ça a donné les premiers dispensaires, ce que vous appelez aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les centres médico-psychologiques, sont d'abord des centres de prévention pour atteindre les gens avant qu'il soit trop tard. Et vraiment, j'avais failli vous mettre une citation, mais je voulais pas prendre trop de temps. Mais au fond, le questionnement que Toulouse met en place est à peu près exactement le même que celui que vous avez ce matin, qui est de savoir comment faire pour que les gens nous arrivent avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils soient déjà dans un état de la maladie trop avancé.
Une autre date importante, alors j'ai mis 47, mais j'aurais peut-être dû mettre autre chose. En vérité, je pensais plutôt au secteur 1960, la politique de sectorisation, qui est donc la généralisation notamment des centres médico-psychologiques. Mais si vous relisez la circulaire, les enjeux de prévention sont au cœur de cette politique. Et vous avez des grandes figures de ce moment-là. Alors j'avais mis 47 parce que c'est Paul Sivadon qui, en 47, est un des grands acteurs du lancement de la World Federation of Mental Health, la santé mentale, la Fédération internationale de la santé mentale. Et donc, il y a une préoccupation considérable pour, au fond, la question des états de santé mentale pré-maladie, ou pas tout à fait la maladie, à l'échelle globale. Et c'est des choses qui sont portées notamment par l'OMS à ce moment-là. L'autre ingrédient que j'avais mis, c'est la question de la spécificité. En fait, des interventions spécifiques sur la schizophrénie, on en a depuis les années 50. Enfin, les antipsychotiques, donc ça, c'est une histoire que vous connaissez sûrement, ont été créés en 52. Les premiers antidépresseurs à la fin de... Alors, en 52, le Largactil s'appelle Largactil parce qu'il a une large action, et donc c'est pas spécialement un traitement très spécifique, mais très rapidement ça va le devenir. Et dans les années 60, on a une pharmacopée, j'ai envie de dire, qui permet de penser qu'on a des interventions spécifiques, et au fond qui est globalement les outils de base avec lesquels vous travaillez aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit aussi par ailleurs, cette question des études prospectives, on a la méthodologie des années 60. Et puis, je vous l'ai dit aussi, le jeune adulte, c'est pas non plus une nouveauté des 10 dernières années. Le jeune adulte, c'est un problème pour nos systèmes de santé dès les années 60 aussi. Alors, le dernier ingrédient que j'ajoute, c'est que le fait que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt, c'est que par ailleurs, on a beaucoup de modèles en fait dans d'autres branches de la médecine où on a eu, dès les années 50-60, des interventions spécifiques sur des états pré-pathologiques, sur des états infracliniques. Alors moi j'ai trois exemples en fait j'en ai rajouté un dernier, mais en fait c'est les deux premiers exemples qui m'intéressent le plus parce que c'est des très bons livres de collègues que j'aime bien et que je vous conseille de lire si ça vous intéresse, même si malheureusement ils sont en anglais, qui est donc Jeremy Green. Et par ailleurs, il y a des vidéos de Jeremy Green, il est beaucoup plus photogénique que moi, et donc je vous invite à aller les regarder. Il est beaucoup plus vivant, mais sauf qu'il parle en anglais. Il parle très très vite aussi. Jeremy Green dans Prescribing by Number, qui fait une histoire de l'hypertension et de la façon dont... Alors l'hypertension, je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, est médicalement parlant un facteur de risque, puisque c'est pas une pathologie en soi, mais de vous traiter l'hypertension à cause du risque accru de maladie cardiovasculaire que vous pouvez avoir si vous n'êtes pas traité. Et donc l'hypertension est le modèle, au fond, d'un état pré-pathologique qu'on peut traiter par une intervention médicale, chimiothérapie en l'occurrence. Et donc l'histoire que fait Jeremy Green, c'est de montrer comment on a inventé un médicament en même temps qu'on a redéfini l'hypertension comme, au fond, problème traitable par la médecine. Il y a un autre exemple qui est plus spectaculaire, qui est le travail de ma collègue Ilana Levy, qui est dans mon laboratoire, le CERMES, sur le cancer, et notamment le cancer du sein, où elle montre qu'il y a une pratique d'ablation du cancer, donc de mastectomie radicale, où on enlève tout le sein, préventive, au fond, dès les années 50-60, donc dans le cancer. Et donc après, le cancer va être un des grands domaines où va s'élaborer une médecine vraiment préventive, avec tout un ensemble de traitements, je pense notamment au tamoxifène pour prévenir les rechutes, mais qui est aussi un traitement préventif du cancer chez des personnes qui éventuellement ont un risque génétique. Alors j'avais mis SIDA, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc on a énormément d'exemples. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est que au fond, c'est assez étonnant qu'on ait attendu 91 en psychiatrie pour mettre en place une pratique de prévention sur des états pré-psychotiques. Bon, alors là, il y a la question de pourquoi, et je ne vais pas y répondre. En tout cas, pas tout de suite. Je voudrais, en fait, je vais y revenir un tout petit peu à la fin. Parce que, à dire vrai, je n'ai pas trop la réponse. Je pense que c'est une réponse qui est assez compliquée. Mais je vais y revenir un tout petit peu à ma conclusion, si j'ai le temps. Ce que je voudrais faire, c'est revenir sur mon titre, en fait. Donc là, j'ai fait la première partie du mandat, de la médecine du soin à la médecine du risque, le parcours chronologique. Je voudrais faire le point d'interrogation. Le risque, quelle psychiatrie, et faire ça. Alors, je vous l'ai dit, comme en médecine, on a énormément de situations où on a des traitements, des prises en charge destinées à des états pré-pathologiques. En fait, on sait pas mal de choses déjà sur ce que ça peut vouloir dire en termes à la fois d'intervention, en termes de problèmes éthiques, en termes aussi d'expérience pour les personnes. Alors, je ne vais pas vous faire un passage en revue de cette littérature, je voulais insister sur deux éléments. Alors la première, c'est qu'on a une grosse littérature qui est vraiment assez passionnante
sur l'expérience de... Alors, ce que j'aime bien cette expression qui est en fait les deux premiers auteurs, Kavanagh et Broom, qui a un petit article paru, enfin, c'est pas des gens spécialement connus, et c'est un article paru dans une revue qui publie énormément, donc c'est peut-être passé un peu inaperçu, mais ils ont vraiment inventé un truc. Ils parlent donc de embodied risk, de risque incarné. Et l'idée, donc encore une fois, c'est que le risque, c'est pas un facteur de risque, c'est pas un risque environnemental, c'est pas un risque comportemental, c'est un risque que vous portez dans votre corps. Et donc ils partaient d'un travail empirique qui était sur la génétique du cancer, il me semble. Et donc la génétique, c'est que vous avez un gène, là, vous portez un gène au fond de votre biologie qui a une lésion et qui va expliquer que vous évoluez vers un cancer. Et donc, l'article, en plus de proposer ce concept, est aussi une analyse de l'expérience que font les personnes de ce risque. Et la chose extrêmement intéressante qui ressort de cet article, mais alors d'autres aussi, donc je vous ai mis quelques références, c'est quand vous êtes traité pour un risque donc incarné, donc pour un risque de pathologie, au fond, en tant que personne malade, et probablement en tant que médecin aussi, vous ne pouvez pas considérer la situation comme du risque, au fond. Vous ne pouvez pas réduire la situation en des termes strictement probabilistes, mais vous avez nécessairement besoin de remettre de la clinique et au fond de remettre de l'expérience. Et donc cette balance, enfin ce contraste qu'on voudrait faire entre médecine du soin et médecine du risque, au fond, en vérité, dans la situation clinique, elle explose complètement. Alors, elle explose complètement. En même temps, c'est en termes d'expérience de la maladie, c'est des situations qui sont assez particulières, comme souligne bien Kavanagh et Broom. En soulignant que c'est des situations qui sont extrêmement évolutives, dans le sens où votre perception de votre risque, elle évolue. Vous entrez un peu au fond d'une reconnaissance de votre situation de risque à mesure que vous passez des examens, à mesure que éventuellement des probabilités se précisent et que éventuellement dans un dernier stade vous faites une transition vers la pathologie. Mais le point, c'est que initialement, enfin ce que je veux dire par là, c'est que dès le départ, les personnes qui sont affectées donc, par ces problèmes ne peuvent pas avoir un raisonnement probabiliste. La question, c'est pas est-ce que je vais être malade ou pas. La question, c'est précisément ça. C'est est-ce que je suis malade ou pas. Et parce que ça se traduit dans des termes très concrets, est-ce qu'il faut que je me traite ou pas. Est-ce qu'il faut que je prenne un traitement ou pas. Et donc, il y a une tension, au fond, entre la vision, disons, probabiliste, qui est celle de la recherche, celle éventuellement des médecins, quand ils sont vraiment engagés dans ces pratiques-là, et l'expérience vécue des personnes qui, encore une fois, ne peut pas se réduire à une expérience de risque. Vous êtes dedans ou vous n'y êtes pas. Voilà. Bon. Alors, il y aurait d'autres choses à dire. L'autre élément de la littérature que je cite, par ailleurs, j'ai des choses que je dis de temps en temps dans des assemblées de praticiens. L'autre chose qui ressort de cette littérature, par ailleurs, c'est le titre d'un article de Robert Aronowitz, qui est un historien mais médecin aussi, qui a fait un très grand livre sur le cancer du sein, et qui parle de la convergence de l'expérience du risque et de la maladie chronique. Et ça tourne autour de l'idée que dans un certain nombre de pathologies, au fond, phénoménologiquement, si je peux parler comme ça, la maladie et le risque, ça se passe à peu près de la même façon. Et donc, il a des exemples qui sont très parlants sur le cancer du sein, où il y a... je devrais les... Je ne sais plus si je l'ai mis. Je ne l'ai pas détaillé, mais bref, si vous comparez la situation d'une personne qui a un risque génétique, parce qu'elle est porteuse, alors je ne connais pas du tout ces questions-là, mais les gènes BRCA, je ne sais plus combien, 1 ou 2, et avec des parents qui sont morts, dans leur jeune âge de cancer du sein, elle va, au fond, cette personne... Alors, il y a eu un exemple, il y a quelques années, extrêmement spectaculaire, c'était Angelina Jolie, l'actrice, qui, en fait, c'est des personnes qui vont subir le même genre de traitement qu'une personne qui aurait eu un cancer du sein, enfin, chez qui on aurait détecté une tumeur, et qui aurait été traité pour cette tumeur, et qui serait, au fond, en surveillance pour un risque de rechute. Et donc, ces traitements, concrètement, si vous prenez le cas d'Angelina Jolie, c'était extrêmement spectaculaire, parce qu'elle s'était fait faire une mastectomie des deux seins, et par ailleurs, je suppose, mais ça c'est évidemment pas dans les articles, mais qu'elle a dû prendre des traitements par tamoxifène, par chimiothérapie adjuvante. Et au fond, c'est le traitement que vous proposerez aussi à une personne qui a eu un premier épisode de cancer, si je peux parler comme ça, donc avec une tumeur qu'on aurait enlevée et qui subirait des traitements pour éviter la rechute du cancer. Donc l'idée qui est là, et je pense que c'est une idée qui est extrêmement importante, c'est que au fond, l'expérience de la maladie chronique et l'expérience d'un risque chronique, si je peux parler comme ça, elle n'est pas forcément aussi différente. Alors, on est sur des cas qui sont très différents. Hein, j'insiste encore une fois, c'est pas, je ne dis pas du tout ça pour dire que le cancer, c'est la schizophrénie ou l'inverse. Et en particulier parce que la schizophrénie,
si on poursuit un peu l'analyse conceptuelle, la relation, j'ai envie de dire, entre les concepts de risque, de symptômes et de maladie n'est pas tout à fait la même dans les deux types de pathologies. Parce que typiquement, dans le cancer, vous avez un risque, mais pas de symptômes, si vous avez une génétique qui vous prédispose à un cancer. Mais par contre, dans la psychose, vous avez des symptômes, mais pas forcément de génétique. Enfin, peut-être qu'on dépiste quelque chose si on fera un dépistage, mais c'est pas sûr. Et du coup, la comparaison, encore une fois, est importante, mais elle a ses limites, et chaque situation, d'une certaine façon, est assez particulière. Alors, si j'ai encore 2 minutes, 5 minutes, 1 minute, je vais peut-être pas le faire, parce que je voulais faire la suite de la première histoire. Non, mais je vais pas le faire, en fait. Vous me poserez la question si vous le voulez. Ça m'embête un peu, mais je voulais faire la suite de l'histoire, parce que... non, mais c'est pas... Enfin, je suis pas obligé, hein, personnellement. En fait, l'histoire du syndrome de psychose atténuée est à cet égard assez éclairante, et notamment donc, le débat qu'il y avait eu en 2013 autour de l'inclusion dans le DSM. Alors, si on reprend l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas faire les premières lignes, en fait, je vais aller très rapidement. Je vous l'ai dit, donc 96, quand McGorry et Alison Young, et puis ensuite le groupe de McGlashan, il y a des Allemands qui sont très actifs aussi là-dedans, qui vont lancer la détection précoce. Il y a une idée extrêmement forte qu'on va se donner les moyens d'une intervention spécifique sur une maladie spécifique qui est la schizophrénie. Et en fait, assez rapidement, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Alors c'est ce que j'ai mis dans cette diapositive-là autour des crises de la validité, puisque ce sont des débats qui vont être extrêmement vifs à l'intérieur de la communauté de la détection précoce, et qui va tourner autour de choses qui est, au fond, le syndrome qu'on aura identifié avec ce syndrome de risque de psychose, les critères qui vont être proposés par McGorry et Alison Young. On va se rendre compte, en fait, assez rapidement qu'on n'arrive pas à isoler une probabilité de transition effective vers la schizophrénie. On n'arrive pas à isoler ça, mais par contre, on arrive assez nettement à montrer qu'il y a une transition psychotique d'abord. Alors, on n'y arrive pas parce qu'en fait, on arrive dans chaque étude à avoir une transition spécifique, mais une transition psychotique, pardon, on arrive à avoir des taux de transition, mais par contre, on n'arrive pas à isoler un chiffre. Je ne sais plus si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis. On n'arrive pas à isoler un chiffre stable à travers les études. Et cette espèce un peu de limite, disons, de cette épidémiologie clinique qui va être mise en place autour de risque de psychose atténuée, va aboutir au début des années 2000 vers au moment du grand débat sur l'inclusion ou non du risque de psychose dans le DSM, sur une complète réévaluation de la signification du syndrome de psychose atténuée. Et c'est ça qui est extrêmement important dans le changement de nom de risque de psychose à psychose atténuée, c'est qu'en fait, ce qui va se passer avec le DSM, c'est une requalification de la signification de cet état. Et alors, je vous parle de ça parce que du coup, ça illustre absolument ce que je disais à l'instant sur cette médecine du risque qui est pratiquement impossible. Et donc ça, c'est en fait l'article qui est, je pense, enfin, vous voyez alors la liste des gens, vous avez à peu près toutes les figures de la détection précoce, publié dans le Schizophrenia Bulletin en 2012, donc juste avant la publication du DSM, et donc pour justifier d'une certaine façon le choix de l'inclusion de l'Attenuated Psychosis Syndrome, qui va être la justification étant que on a un état qui n'est pas spécifique, donc l'intérêt de traiter cet état, c'est qu'il n'est pas spécifique, c'est donc des symptômes psychotiques atténués, qui sont évolutifs, mais qui n'évoluent pas nécessairement vers une psychose schizophrénique, mais qui sont évolutifs et dont le pronostic est, de façon générale, assez souvent assez défavorable, dans le sens où même si vous n'évoluez pas vers une psychose schizophrénique, vous avez des fortes chances de ne pas avoir une qualité de vie considérable. Et il y avait à ce moment-là une série d'études, c'est là où j'avais repris le titre Transition is not the whole story, qui m'avait beaucoup frappé parce que ça avait été une présentation à la JPGA dans, je pense, 2012 ou 2013, d'une étudiante de McGorry qui avait donc eu ce titre-là et qui montrait que dans les étudiants, dans les échantillons de patients à ultra haut risque, ceux qui en fait ne transitionnaient pas avaient pour un certain nombre d'entre eux une qualité de vie en moyenne inférieure, si vous mesurez ça avec les échelles de fonctionnement, à ceux qui transitionnaient. Alors il y a des explications probablement, dans le sens où on s'occupe peut-être un peu plus de ceux qui transitionnent, mais cela dit, le résultat était suffisamment marquant pour, au fond, se dire que l'intérêt de traiter le Attenuated Psychosis Syndrome
c'est que vous avez d'abord vous avez des symptômes qu'il faut prendre en charge. Vous avez des personnes qui souffrent, qui sont en souffrance, qui sont souvent en recherche de soins et qui sont éventuellement susceptibles d'évoluer vers quelque chose qu'il faut surveiller, même s'il ne faut pas mettre de façon prospective, j'ai envie de dire, en place des traitements spécifiques trop tôt. C'est toute la philosophie en fait du modèle de clinical staging de McGorry que rappelait tout à l'heure. Je suis désolé, Anaïs, pardon. Et qui au fond, ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans ce modèle, c'est que ce que met en place, au fond, ce modèle, c'est une psychiatrie qui n'est pas une psychiatrie du risque, au fond, mais qui est plutôt une psychiatrie de la surveillance, dans le sens où l'enjeu, c'est de se donner les moyens, à chaque moment, de mettre en place des traitements ajustés à l'état de la personne. Donc j'arrive à ma conclusion, pour souligner que donc, médecine du risque, point d'interrogation, probablement pas. Quelle autre médecine? Il y a une proposition donc là autour enfin psychiatrie du risque, enfin c'était médecine du soin, pardon, médecine du risque, oui, pardon. Quelle autre proposition? La médecine de la surveillance serait beaucoup plus probablement ajustée à la proposition. Alors ce que j'ai pas développé, c'est que on a aussi, si vous suivez les discussions du DSM, ça va de pair avec une complète redéfinition de, au fond, ce que ça veut dire phénoménologiquement la maladie mentale, et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, et notamment autour de la question du fonctionnement comme enjeu à la fois de diagnostic et pour vos interventions. Mais ça, je vais le laisser pour un moment ultérieur. Alors, je reviens à ma question, pourquoi avoir attendu? Je vous l'ai dit, la réponse serait très compliquée, mais je pense que la question de la spécificité de tout à l'heure, sur laquelle j'ai insisté à un moment, est la clé totale de l'histoire. Pour avoir les genres de pratiques que vous vouliez, il a fallu se confronter à un moment ou à un autre à cette question de la spécificité. Et probablement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une question qui a été, je pense, dans la psychiatrie des années 60, 70, 80, un enjeu absolument diviseur, enfin qui a profondément divisé la profession, votre profession. Et notamment la question du diagnostic elle-même. Si vous faisiez des entretiens il y a encore quelques années avec des vieux psychiatres, vous verriez que la question du diagnostic n'est absolument pas quelque chose d'évident pour ces psychiatres. Et il a fallu que globalement votre profession, votre communauté se réapproprie d'une certaine façon la question du diagnostic pour pouvoir se poser la question d'un diagnostic précoce. Et il me semble que c'est vraiment le développement de ces dernières années et qui est en deux mots l'histoire que je vous ai racontée. Je vous remercie. Merci Nicolas. On se donne le temps pour, juste avant de partir, 2-3 commentaires, questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? On a là-bas, je ne sais pas si les micros... J'arrive. Laurence Trouillet, UNAFAM. Merci pour votre étude sociologique très complète, très précise. Moi, je vais vous donner ma vision concrète, très précise, côté famille, de ce premier épisode psychotique qui, pour nous, famille, quand on amène un proche ou un enfant, qui plus est très jeune, à pousser les portes d'un hôpital psychiatrique, on ne connaît pas tout ça. On sait qu'on va pousser une porte et qu'on demande l'épisode psychotique, on ne sait pas ce que c'est. On espère que ça, on n'y en aura pas d'autres d'ailleurs. Et on trouve simplement, on se dit que c'est une maladie et ça va être vite guéri et qu'on va sortir et que ça sera terminé. Donc nous, le premier épisode psychotique n'existe pas. Et on n'imagine même pas qu'il y en aura un deuxième ni un troisième. Donc ça, c'est vraiment... Vous êtes tous du médico-sanitaire, médico-social, donc c'est vrai que vous connaissez plein de choses. Nous, les parents, on ne connaît rien. Et le risque, pour moi, du premier épisode psychotique qui n'est pas pris en charge correctement, c'est un vrai loupé. Un vrai loupé pour les familles et un vrai loupé pour le patient. Et ça, c'est vraiment très important, ce premier épisode, qui, on le sait, nous, tout le monde, toutes les familles le savent, c'est rare qu'il n'y en ait qu'un. Et on n'est pas au courant de tout ça, donc on ne nous le dit pas, et il vaut mieux pas qu'on nous le dise d'ailleurs, dans sa première intention, mais il y en aura d'autres. Et on rentre chez soi avec notre enfant, notre proche, et puis on ne sait pas, les 3 quarts du temps on ne sait pas. Donc le risque de passer à côté du premier épisode psychotique pas bien pris en charge, côté famille, côté patient, c'est un vrai risque pour nous, les familles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Un commentaire, Nicolas Non. Juste peut-être répondre à ce que vous disiez quand même, c'est rare qu'il n'y en ait pas un deuxième, c'est pas vrai. Voilà, je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire un épisode isolé, unique, et ne pas
dans leur vie. Ça a été, il y a quelques études qui ont montré ça, et puis même, enfin, certains ici peuvent attester ça. Donc il n'y a pas cette facilité. C'est-à-dire qu'à partir d'un premier épisode psychotique, tous les possibles peuvent s'ouvrir, et c'est vrai, c'est ce qui va se passer à ce moment-là qui peut contribuer aussi à diminuer le fait qu'il y en ait un deuxième et que tout ça. Donc c'est pour ça, d'où l'importance d'agir tout ça. Vous aviez une grande catégorie clinique en France qui était même pratiquement... C'était dans le DSM, il me semble qu'il avait mis dans les Culture Barn Syndrome, qui était la bouffée délirante, qui par définition ne se reproduisait pas. Tout à fait. Je ne sais pas si vous l'avez toujours, vous travaillez toujours avec... C'est toujours, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui est utilisé très facilement par les collègues, les équipes qui existent là, parce que ça permet d'éviter d'aller trop loin. Et c'est vrai que de garder dans l'idée, alors on peut appeler ça épisode psychotique aigu maintenant, ou bouffée délirante aiguë, tel quel, parce que c'est une entité qui était française à l'origine, mais enfin c'est quand même quelque chose d'intéressant qui permet de mettre en place quelque chose afin d'éviter, de prévenir tout ça. Et ça revient, je voulais commenter un petit peu ce que vous avez dit, parce que j'aime bien l'approche historique. Moi je me souviens d'un nom qui m'avait marqué aussi, c'était Falun en Australie, oui, toujours. Et Falun... ce qui est intéressant, ça arrive au moment d'un changement, d'un saut conceptuel au niveau de l'idée et des représentations autour de la schizophrénie. C'est vrai que vous avez évoqué qu'il y avait beaucoup de divisions dans les années 50, 60, à partir de l'utilisation des antipsychotiques, justement, beaucoup de divisions sur l'étiologie ou la pathogénie de tout ça. Et c'est vrai que l'introduction du modèle neurodéveloppemental, et vous avez dit qu'il a évolué, c'est vrai qu'il continue à évoluer. Mais le modèle neurodéveloppemental, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un modèle qui est très interactif, où il peut y avoir bien sûr des aspects génétiques, mais il y a beaucoup d'aspects environnementaux qui commencent, ça a été rappelé tout à l'heure, dès la naissance, pendant l'enfance, pendant la petite enfance, l'adolescence, etc. Et donc Falun, devant ce nouveau modèle, s'est dit, et c'est là que c'est intéressant, c'est que si on modifie ces facteurs qui contribuent, qui sont des facteurs de risque, si on modifie, si on arrive à anticiper ou les atténuer ou les éviter, on pourra arriver à une diminution de l'incidence de la schizophrénie, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas que cette maladie pourrait diminuer. Donc c'était la grande idée de Falun. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une très forte hypothèse de recherche, mais ce n'est pas une hypothèse de recherche qui se valide dans un laboratoire, sur une paillasse, etc. C'est une hypothèse de recherche qui se valide sur un territoire de soins. C'est-à-dire que lui, son idée, c'était, et ça a été un des précurseurs des travaux Magori et Jung, etc., de dire, voilà, on va centrer là-dessus, on va permettre, c'est des politiques de santé, c'est des politiques sociales qui permettent d'éviter l'exposition à certains facteurs de risque, les addictions précoces, l'aversion socio-économique, des grossesses précoces aussi, d'éviter un certain nombre de choses, avec l'idée que la schizophrénie, la pathologie chronique, puisse diminuer. Donc ça, c'est sûr que ça reste à démontrer, ça se démontre en terrain réel, et c'est pour ça que c'est intéressant comme débat. On est dans concept de recherche, action, recherche sur un terrain. Et ça, c'est extrêmement intéressant à développer. Et ça correspond tout à fait à ça. Mais je voulais insister sur ce saut conceptuel, à un moment, sur l'idée qu'on s'est fait de la psychose et des troubles schizophréniques qui a changé, qui a évolué par rapport à ce qui était cru auparavant. Alors, en fait, Falun avait commencé en Angleterre et son premier modèle, c'était dans le système du NHS, donc la dimension communautaire était là. Et par ailleurs, c'est les Anglais qui ont été très à la pointe avec Robin Murray, en fait. C'est des travaux qui viennent de l'épidémiologie et qui avaient ce questionnement communautaire extrêmement prégnant, en fait, dans leurs premiers travaux. Monsieur. Donc moi je suis belge et j'ai travaillé pendant pas mal de temps dans la santé mentale et à la responsabilité, disons, de services de santé mentale, ce qui est l'équivalent de vos CMP. Et donc moi je rebondis assez fort sur ce que Madame a dit, parce que je trouve qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on se trouve avec des jeunes qui présentent des troubles, en tout cas qui font penser à de la psychose, je trouve qu'il y a encore une difficulté de la part, disons, des professionnels à mettre des mots, et à mettre les mots qu'il faut, et à mettre des mots, je dirais, y compris des mots durs, mais accompagnés, qui sont toujours moins durs, en tout cas, que le silence et que l'absence de diagnostic. Mais c'est une difficulté. C'est une difficulté par le fait même, pour les familles, alors, d'accepter que peut-être elles vont devoir vivre avec quelqu'un qui présente un trouble grave, et que ce trouble grave, il va être atténué, bien sûr, par
tout ce qu'on peut mettre en place, mais pas forcément, et peut-être pas toujours, et qu'il y aura des rechutes, et ça, je trouve qu'on commence maintenant à informer les familles davantage, mais je trouve que de la part, disons, des professionnels que nous sommes, il y a encore une grande frilosité à mettre des mots. Et quand monsieur disait tout à l'heure qu'on parlait encore beaucoup de crise d'adolescence prolongée, etc., ça me semble un peu court, mais on l'entend, et on l'entend encore récemment. Et donc là, je pense qu'il y a à s'interroger sur qu'est-ce qu'on communique. Et je pense qu'une vérité, du moment qu'elle est accompagnée, est toujours moins dure à vivre à long terme que l'absence, disons, de tout, qui fait qu'on ne sait pas devant quoi on se trouve. Je vais vous faire une réponse que je ne devrais pas faire moi, puisque je suis pas psychiatre, mais les incertitudes sont telles dans la prise en charge de ces pathologies, les incertitudes à tous les niveaux, hein, sur les connaissances qu'on peut avoir, sur les effets des traitements, sur tout ce que vous voulez, que je pense que c'est quand même difficile enfin, encore une fois, Pierre Thomas y a fait allusion tout à l'heure, c'est quand même difficile de donner une information que peut-être les familles voudraient avoir sur le pronostic à long terme d'État, à des stades où on veut garder quand même malgré tout un peu l'espoir, sachant que par ailleurs, encore une fois, les incertitudes sont considérables. Donc, j'entends bien ce que vous dites, mais j'insiste sur la notion d'incertitude qui est vraiment au fond, au cœur de toute cette histoire. Ben, oui, enfin, elle l'est moins quand vous avez une lésion cancéreuse. La biopsie sait identifier le diagnostic, malheureusement. Après, et par ailleurs, il y a des cancers qui ont des pronostics très défavorables sur lesquels on sait calculer des très bonnes... On a sur les cancers des cohortes de milliers d'individus depuis les années 50 sur lesquels on sait calculer pour le coup vraiment des probabilités. Que les sciences humaines, par définition, on vit dans l'incertitude et qu'on ne sait pas. Ce que les familles demandent souvent, c'est pas tellement au fond, dites-moi exactement, mais c'est comment je fais avec. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être dit et qui peut être accompagné par les professionnels. Comment je fais avec la violence, comment je fais avec le repli, comment je fais avec, et un peu quand même dans quoi je me trouve. Ça, je crois qu'on peut quand même donner des indications plus pertinentes qu'on ne le fait aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est ce que j'allais ajouter. C'est vrai que c'est pas un rhume, hein. Quand on pousse la porte en psychiatrie, on sait que on a vécu un événement très 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 violent, donc on s'attend pas jamais à ça. Donc, je sais pas, il y a un manque, c'est vrai, derrière ça. Sans dire aux personnes que ça va être compliqué, qu'on ne sait pas, vous ne savez pas, mais que quand on revient à la maison avec un enfant qui a des médicaments, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas combien de temps, enfin bon, c'est compliqué. Il y a juste un petit manque de ce côté-là, parfois, souvent. C'est un autre sujet. Mais c'est un sujet important. Un sujet très important. La communication entre familles. Écoutez, ça fait le lien avec ce qui va être discuté cet après-midi sur les dispositifs et les innovations. Donc, c'est une très bonne transition. Merci encore. Je propose d'applaudir encore Nicolas Niquès. Et à 14h.